مبارك محمد كنقش قدمه وشمس الضحى ونور الظلم. Voilà, de retour donc ici à la mosquée, la grande mosquée de Saint-Denis pour notre rencontre et notre débat avec un certain nombre de personnes. Le président de l'association, M. Molan Abdullah, qui est président de l'association des musulmans. Vous êtes également président du conseil régional du culte musulman. On verra ce que représentent les musulmans ici à La Réunion. Mohamed Bagat, qui est imam de la grande mosquée, nous verrons également avec vous ce que représente l'éducation peut-être coranique, la foi à la fois sur les adultes mais également sur les adolescents, puisque vous donnez des cours. Et puis nos invités également, nous aurons deux dames. Madame Salima Mal, qui est avocate, qui nous expliquera comment elle vit donc cette fête religieuse, cette fin de Ramadan. Et puis une autre dame, Shamima Issop, qui est comptable, un autre secteur là, et elle nous donnera également son sentiment sur cette fin de Ramadan. Monsieur le Président, merci de votre accueil ici dans cette grande mosquée pour cette fin de prière de Ramadan. Est-ce qu'on peut connaître ce que représentent les musulmans ici à l'île de La Réunion, puisque nous sommes suivis sur Tempo, sur France O et également sur l'ensemble des RFO Outre-mer? Tout d'abord, bonjour donc, Pierre, et c'est un plaisir pour moi de vous recevoir donc, dans cette mosquée. Et permettez-moi en ce jour de fête de souhaiter un joyeux Eid Mubarak à l'ensemble des musulmans de La Réunion et de France, puisque nous sommes suivis également en métropole. Et je formule le vœu que Dieu accepte vos jeûnes et vos prières. Et j'adresse tous mes vœux de paix et de prospérité à l'ensemble de la communauté réunionnaise. Alors ma question, Monsieur le Président, oui, c'est la représentativité des musulmans à La Réunion, puisque nous sommes suivis pratiquement dans tout le monde, sur l'ensemble de la planète. Que représentent les musulmans à La Réunion? Alors, nous estimons à l'île de La Réunion à peu près 60 à 70 000 musulmans, fidèles pratiquants. Nous comptabilisons à peu près 13 grandes mosquées donc, sur l'île, dans les principales villes de l'île et à peu près 31 lieux de culte. Voilà, également donc cette représentativité des musulmans est importante avec un apport, peut-être on peut l'évoquer, des Mahorais, des Comoriens, c'est récent d'ailleurs. Oui, bon, les Comoriens existaient, bon, dès l'origine on avait une faible population comorienne qui résidait à La Réunion. Depuis ces 20 dernières années, on a un afflux un peu plus important de la communauté comorienne, mais surtout mahoraise. Alors vous êtes le président également du Conseil régional du culte musulman. Est-ce qu'on peut savoir s'il y a un lien direct avec le président du Conseil métropolitain? Oui, ben le Conseil régional du culte musulman, c'est l'équivalent du Conseil français du culte musulman dans les régions. Et nous sommes donc rattachés au CFCM, donc au président du CFCM, Moussaoui. C'est vrai que à La Réunion, la problématique est un peu différente puisque le culte musulman est structuré depuis bien longtemps. Et bon, mais le Conseil régional a un autre rôle qui est un petit peu de faire le lien entre les différentes associations et de renforcer cette cohésion avec les autres composantes de l'île. Est-ce que vous avez été confronté à des problèmes de foulard, à des problèmes de débordement qui pourraient créer un problème? Alors, à La Réunion, on a un climat qui est relativement serein, mais bon, on subit un petit peu les problèmes importés de l'extérieur. Le problème du foulard en est un. L'après-événement de 2001 en Amérique a aussi été un autre point où il a fallu beaucoup communiquer sur... expliquer sur ce que c'est la réalité de l'islam. Voilà, merci Monsieur le Président. Monsieur Mohamed Bagat, vous êtes imam de la grande mosquée de Saint-Denis. Vous avez un rôle important puisque c'est vous qui gérez l'ensemble de la grande maison, avec les adultes et les adolescents également. Nous formons une équipe à la grande mosquée de Saint-Denis. Dans les mosquées de Saint-Denis, on y a un peu plus de 32 imams. Un imam, c'est quoi déjà? J'aimerais bien éclaircir ce point puisque, comme l'a dit Monsieur Molan, on a beaucoup communiqué, expliqué. On travaille aujourd'hui avec les différents établissements scolaires de Saint-Denis, avec l'Office du tourisme, donc on reçoit pas mal de visiteurs.
Et une question qui revient souvent, c'est mais comment est-ce qu'on devient imam? Eh bien, un imam, c'est tout simplement quelqu'un qui, au moment de sa vie, souhaite connaître l'islam et qui, pour cela, eh bien, va faire des études équivalentes d'un doctorat sur 7 années. Généralement, de La Réunion, eh bien, les jeunes ils vont faire leurs études en Angleterre, en Inde, en Afrique du Sud, certaines fois à Médine. Et eh bien, ce sont des études au travers desquelles eh bien, on va faire l'apprentissage de la langue arabe, de la langue ourdou, qui est une synthèse de la langue perse et de la langue arabe. Ensuite, on se spécialise dans la lecture du Coran, dans l'exégèse du Coran, dans les traditions du prophète, de la jurisprudence islamique. Ce sont des études qui sont ponctuées donc, par des examens. Et les mosquées de l'île de La Réunion étant autonomes financièrement, donc sont gérées par des associations loi type 1901 qui ensuite proposent à ces imams fraîchement diplômés de venir travailler au sein des mosquées. Est-ce qu'on peut connaître le nombre, par exemple, d'adolescents que vous avez sous votre coupe qui apprennent actuellement le Coran, garçons et filles? Alors, à la Médersa de Saint-Denis, nous avons aujourd'hui près de 500 jeunes qui fréquentent la Médersa du centre-ville, mais on est aussi la Médersa de la rue Lorraine, qui, elle, a à peu près 300 élèves, la Médersa de Saint-Clotilde, qui a à peu près 300 élèves. Donc, en gros, nous avons à peu près plus de 1000 élèves qui fréquentent les Médersas de Saint-Denis, avec un département d'une centaine d'élèves qui, eux, sont spécialisés dans la mémorisation du Coran. Il faut savoir que l'île de La Réunion a aussi cette chance d'avoir une certaine notoriété au niveau, justement, des jeunes qui apprennent le Coran par cœur. D'ailleurs, il y a 2 ans, 2 jeunes étudiants de l'île de La Réunion, de la Médersa de Saint-Pierre, ont donc été des lauréats à la compétition de Makkatul Mukarrama, donc à la Mecque, ce qui a fait honneur à l'île de La Réunion, mais aussi à l'ensemble du territoire français. Puisqu'on parle de la communauté musulmane ici à l'île de La Réunion, est-ce qu'on peut donner quelques points de repère sur cette communauté musulmane qui est donc de 60 000 personnes à peu près, qui vient du sud de l'Inde, du Gujarat, et qui a immigré il y a très longtemps, qui a travaillé très dur, qui s'est transformé ce travail par des commerçants, puisque aujourd'hui on a beaucoup de commerçants musulmans. Est-ce qu'on peut connaître donc cette histoire ? Eh bien, les musulmans de l'île de La Réunion, j'ai lu quelque part qu'on était originaire du Pakistan. Non, les musulmans de l'île de La Réunion sont originaires du Gujarat, en Inde. Et on parle souvent justement de la bonne intégration réussie des musulmans de l'île de La Réunion. Et une explication parmi tant d'autres, à mon sens, est justement le fait que ces musulmans originaires du Gujarat sont venus avec une expérience. L'expérience d'avoir toujours su s'organiser et se structurer en position minoritaire. Dans les années 70, lorsque les musulmans originaires du Maghreb, du Maroc, de l'Algérie s'installent en France, ils sont originaires de régions où ils étaient majoritaires. Et en Inde, dans le Gujarat, les musulmans, ils ont toujours eu l'habitude d'édifier des mosquées, mais aussi à côté des médersas. Et ces musulmans, lorsqu'ils arrivent, ils n'ont pas beaucoup de moyens, puisqu'ils viennent d'immigrer, mais dès 1897, ils font une demande au gouverneur Beauchamp pour pouvoir construire une mosquée. Et ce qui est quand même assez frappant, c'est en moins de 6 mois, le gouverneur, donc il va accéder à la demande des musulmans, mais puisqu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils se cotisent. Et ce n'est qu'en 1905 que la grande mosquée de Saint-Denis, appelée Nour al-Islam, lumière de l'islam, flambeau de l'islam, elle va trouver le jour. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que ces musulmans n'ont pas seulement pensé à construire des mosquées, mais aussi à côté des médersas dont nous avons parlé. Et le fait qu'un enfant fréquente la médersa de 4 ans et demi à 18-19 ans, ça permet une certaine continuité. Ça lui permet de connaître sa religion. Pratiquement tous les musulmans aujourd'hui, qu'ils soient commerçants, experts comptables, avocats, quelles que soient les fonctions qu'ils occupent, savent lire le Coran, savent prier, connaissent l'islam, connaissent la vie du prophète Mohammed, mais ils n'étudient pas seulement l'islam, mais ils connaissent aussi qu'est-ce que c'est que le christianisme, qui est Confucius, qui est Nietzsche. Et quand je me connais moi et que je connais l'autre, ça ne peut que générer la tolérance chez moi. Ça va déjà beaucoup mieux. Peut-être, puisqu'on parle des musulmans, à l'île de La Réunion, également dans l'ensemble de l'océan Indien, je pense qu'il y a une petite précision à donner, c'est que les relations avec l'île Maurice, par exemple, avec Madagascar sont très importantes. Il y a des liens à la fois familiaux, historiques et religieux. Tout à fait, puisque, comme l'a dit Moulana Bhagat, les musulmans sont originaires du sud de l'ouest de l'Inde, le Gujarat. Et on retrouve un petit peu ces mêmes origines chez les musulmans de Madagascar ou de Maurice, et même de l'Afrique du Sud. Donc toute cette zone, les musulmans de La Réunion ont des liens de parenté avec les musulmans et ils se côtoient régulièrement et ils se partagent des expériences.
Merci Monsieur le Président. Monsieur Bagat, pour peut-être revenir très brièvement sur donc, ce mois de jeûne avec cette prière qu'on a suivie il y a quelques instants, je vous propose de revenir peut-être sur un sujet qui a été fait il n'y a pas très longtemps, sur la rupture du jeûne à Saint-Paul. Ce sont donc des gens qu'on va voir qui font cette rupture du jeûne, qui est un moment important de la journée, qui permet de se rapprocher de Dieu et puis de faire un certain retour sur soi-même. Voilà. Dattes, samoussa, bonbons piment, lait de rose, tout était prêt dans la mosquée Anwaroul Massadji pour accueillir les fidèles à 18h10 précise, heure de la rupture du jeûne. Ça te donne pas faim? Un peu, mais j'ai envie, mais je tiens. Avant même l'appel du muezzin, annonciateur de la rupture du jeûne, de nombreux fidèles ont afflué autour de la table installée sous le préau de l'école coranique. Et au premier chant qui résonne... 7 minutes, c'est le temps qui leur a été accordé par l'imam de la mosquée pour soulager la faim et la soif avant de faire l'avant-dernière prière de la journée. C'est un moment très fort. C'est vrai qu'on a le choix de le faire à la maison ou à la mosquée, mais à la mosquée, c'est beaucoup plus sympa parce qu'on le partage avec tous nos frères, quoi. Donc c'est un réel moment de communion. Et puis le premier soir, c'est vraiment quelque chose de très sympa. On commence le mois et on espère de Dieu qu'il nous donne la grâce de bénéficier le plus possible de ce mois, afin que nous devenions de plus en plus humains. La rupture du jeûne est un moment de communion festive, mais pas uniquement. C'est également un moment de recueillement, étant donné qu'avant la rupture du jeûne, c'est un moment propice à l'acceptation de nos invocations. Donc qu'on soit à la maison, qu'on soit à la mosquée, tous les fidèles s'installent juste avant la rupture du jeûne. Et là, on fait un moment de silence et tout le monde se recueille. À la fin de cette prière, chacun est rentré chez soi pour un repas complet. Désormais, chaque soir du mois à venir, le sourire de la lune sera guetté. Voilà, de retour sur notre plateau, ici à la Grande Mosquée de Saint-Denis, pour cette rencontre, pour ce débat avec nos invités. Je vous le disais tout à l'heure en début, en présentation de ce débat, que nous avions invité deux femmes pour nous parler donc de l'islam, de cette fin de Ramadan. Madame Chalamina Issap, merci d'être venue. Merci de votre déplacement, parce que je sais que ça n'a pas été trop facile pour vous. Ce qu'on pourrait peut-être être intéressant avec vous, c'est de savoir comment vous avez vécu ce mois de jeûne. Vous d'abord, hein, sur le plan physique, sur le plan du travail, également vos relations avec vos enfants, avec votre mari. Et comment vous avez vécu ce mois de Ramadan? Je dois dire déjà, alhamdoulilah, ce mois de Ramadan s'est passé très bien. C'est sûr que quand on travaille, on doit réaménager ses horaires. Bon, moi, j'ai la chance de travailler dans une entreprise familiale, donc je peux aménager mes horaires, commencer plus tôt et finir plus tôt. En fait, pendant ce mois, je profite pour passer plus de temps avec mes enfants, ma famille, et surtout, profiter de ce mois qui est un mois béni, un mois exceptionnel, pour essayer de se consacrer à Dieu. C'est un mois qui appartient à Dieu. Et pour le croyant, en tant qu'époux, épouse, essayer de faire qu'à la fin de ce mois, on puisse en tirer quelque chose de positif. C'est sûr qu'il y a des aménagements au sein de sa famille, mais bon, quand il y a un dialogue, tout le monde y met du sien, les enfants, le mari, et puis bon, tout se passe bien. Les 2 premiers jours, bon, le corps s'habitue, ça s'adapte parce que c'est un changement radical, mais après, on me dit toujours que dans le mois de Ramadan, j'ai beaucoup plus d'énergie. C'est vrai, par rapport à avant le Ramadan et après le Ramadan, je me sens, moi, en tant qu'épouse et en tant que mère, beaucoup mieux. Puisque, en fait, on a envie de faire plaisir à ses enfants. À son entourage. À son entourage et surtout, bon, moi, je suis une femme qui travaille, donc